Moi-même, je vous remettrai à l'issue de ce cycle, je vous remettrai un livret pédagogique d'une centaine de pages pour les longues soirées d'hiver, qui reprendra évidemment beaucoup des points que l'on aura abordés ensemble durant ce cycle. Vous repartirez aussi avec un CD parce qu'on apprendra des méditations et on le sait très bien, quand on commence des exercices, c'est toujours plus ou moins difficile de se souvenir en fait de ce qui a été fait. Donc le but des CD, c'est que vous écoutiez à la maison tranquillement, vous laissant guider et sans devoir sans arrêt vous rappeler qu'est-ce qui vient maintenant. Donc vous aurez un matériel pédagogique avec lequel vous repartirez. Ce sera la même chose pour chaque cycle. Vous aurez toujours pour chaque cycle un ou plusieurs livrets pédagogiques avec les CD qui correspondent aux exercices que l'on aura vus ensemble pour que vous puissiez reproduire cela à la maison. Alors, le programme, durant ces 4 jours, on va voir beaucoup de choses. On va déjà, durant ces 2 premiers jours, voir ce qu'est le Reiki, mais déjà pour soi. Déjà parce que ça ne fait pas de mal de se faire du bien. Et puis ensuite, si je veux aider les autres à aller bien, et que je ne sais pas moi-même comment faire, ça risque d'être difficile. Donc on a toujours ce côté déjà de travail pour soi-même, afin de comprendre ce que l'on va faire et de commencer à le mettre en forme pour soi. Et les 2 jours suivants seront la mise en forme pour les autres. Comment je m'y prends concrètement maintenant pour accompagner des personnes qui peuvent venir me voir et qui ont certaines attentes par rapport à des difficultés plus ou moins grandes qu'elles peuvent rencontrer dans la vie. Ce sera une pédagogie intégrative. Ça veut dire quoi? C'est bien, nous allons alterner beaucoup la théorie et la pratique. Il y aura évidemment des moments où on va laisser place à l'intellect, mais pas trop non plus. Il faut aussi pratiquer. Et on agencera en fait une alternance, ce qui sera d'ailleurs le cas aujourd'hui par exemple. Ce matin ce sera plus aspect théorique, cet après-midi l'aspect pratique, demain matin encore du pratique, demain après-midi encore du pratique avec un peu de théorie demain matin et dans les jours suivants une alternance aussi, puisque tout le cursus est basé sur le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir qui est la théorie, le savoir-faire, la mise en pratique de la théorie, et puis le savoir-être, c'est vous, au fur et à mesure que vous pratiquez, vous intégrez tout simplement cet enseignement et cette pratique du Reiki, et vous devenez cela. Bien, ça va? Oui? Bon, peut-être plus en détail sur le programme en fait que l'on aura durant ces 4 jours. Eh bien déjà ce matin, on verra la définition du Reiki. On voit beaucoup de choses sur Internet, on lit beaucoup de choses sur ce qu'est le Reiki. On peut d'ailleurs noter qu'il y a plein de définitions différentes. Donc, qu'est-ce qu'est le Reiki exactement? Peut-être aussi, je prendrai du temps pour vous expliquer d'autres termes comme Reiki traditionnel, Reikiologie, Reiki Bunseki. Vous puissiez un petit peu mettre une compréhension sur ces termes différents. On parlera aussi, je vous parlerai un petit peu de la vie du fondateur. C'est toujours bien de savoir à qui on se réfère, mais on n'a pas besoin d'apprendre par cœur non plus la vie du fondateur. C'est pas ça qui fera de vous un bon praticien, de savoir qu'il a fait telle ou telle chose. C'est pas ce que viendront chercher les gens en cabinet. Et puis aussi un petit peu le développement du Reiki et pourquoi cette forme-là que vous allez trouver à l'Institut, quelle est aussi aujourd'hui sa reconnaissance, à quel niveau, sa non-reconnaissance. Donc on abordera cela. Et puis on rentrera surtout dans la matinée, dans le vif du sujet, à savoir le fonctionnement du Reiki. Pourquoi ça fonctionne? Comment ça fonctionne? On peut voir que pas besoin d'être initié, on allonge quelqu'un, on pose les mains sur lui, et déjà la personne va mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va avoir, parce qu'évidemment, il n'y a rien de miraculeux dans tout ça, mais simplement une connaissance de la façon dont on est et dont on fonctionne en tant qu'être humain. Et c'est important aussi de comprendre qu'on a un corps, on a un esprit, de voir un peu comment les deux s'agencent ensemble, comment ils peuvent être plus ou moins en union, à quel niveau ça se joue, et puis à un terme, l'énergie, qu'est-ce qu'on va faire de cette énergie? D'abord, c'est quoi? On la place où? Par rapport au corps et à l'esprit. Donc c'est tout ce que je vous propose d'aborder ce matin ensemble pour comprendre ce fonctionnement. Ensuite, donc on va passer la matinée à tout ça parce que il faut du temps. On reviendra évidemment dans le cursus sur tout ça. Il faut que vous sachiez que ce cycle de base
est, comme son nom l'indique, la base de la pratique. On va aborder beaucoup de choses durant ces 4 jours, mais on reviendra très régulièrement aussi sur ces points que l'on abordera. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez les autres cycles derrière, parce qu'on va approfondir chacun des points qui vont être abordés durant ces 4 jours. Et ce matin sera plus consacré à notre fonctionnement en tant qu'être humain, en lien avec la pratique du Reiki. Qu'est-ce qui fait que parfois ça fonctionne parfois ça fonctionne, mais pas forcément comme je le veux. Des fois j'ai envie de me détendre, j'ai envie d'être bien, puis j'y arrive pas. Alors on se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est de la faute du praticien, c'est de la faute de la pratique, ça marche pas, l'énergie est pas bonne, etc. Bien sûr que non. Et il y a toute une histoire de la personne dont il faut prendre compte, que l'on abordera aussi ce matin, et on verra pourquoi. Parce que dans son fonctionnement, dans la façon dont elle fonctionne et avec ce qu'elle est, elle ne peut pas faire autrement, tout simplement. Cet après-midi, on va plus un peu lâcher avec ce côté intellectuel et on verra le côté pratique. Alors déjà, dans la pratique du Reiki, quel est mon champ d'application? On verra cela succinctement. Bonjour. On verra cela succinctement, le champ d'application de la pratique du Reiki. Et puis aussi à qui s'adressent ces séances. Est-ce que je peux allonger mes proches? Est-ce que je peux allonger qui je peux allonger? Quel âge? Les enfants, les adultes? On verra cela. Et surtout, je vous montrerai les positions des mains sur le corps. Cet après-midi, on verra les positions de base. C'est un protocole global, mais ça ne suffit pas. Je vous expliquerai pourquoi on dit que dans le Reiki, c'est un toucher fixe et léger. C'est pas un hasard. Ça correspond à quelque chose de bien précis pour la personne par rapport à son fonctionnement. Donc je vous expliquerai l'importance de se toucher, je vous expliquerai l'importance aussi de la position des mains, de ses propres mains, quand on les pose sur la personne. Et puis je vous montrerai évidemment toutes les positions des mains sur le corps, en vous expliquant pourquoi il faut poser les mains à cet endroit et pas ailleurs. Vous l'avez compris, pour ceux qui ont peut-être un petit peu des connaissances, il s'agit de faire le lien avec aussi le circuit énergétique de la personne. On verra aussi ce que c'est que le circuit énergétique, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on voit aussi sur Internet ou en Occident, sur les chakras, etc. Donc on va voir cela, ça a une correspondance bien particulière. Donc je suis déjà en train de vous expliquer qu'on ne pose pas les mains n'importe comment dans le Reiki. Il y a un sens profond à cette position des mains que l'on verra ensemble cet après-midi lorsque je vous montrerai ces positions. Et puis derrière, ce sera à vous de faire. Voilà, ce sera à vous de jouer. Vous vous mettrez par deux au niveau des tables que vous avez vues tout à l'heure en arrivant. Et puis vous essaierez de reproduire déjà dans un premier temps la succession des positions des mains avec ce toucher spécifique. Évidemment, je serai là pour vous corriger si vous avez des questions. Le tout, c'est déjà que vous compreniez, en fait, voilà, que vous preniez un peu d'habitude et un peu vos aises avec cet enchaînement des positions. On verra aussi les positions sur soi. Alors évidemment, ce sont les mêmes, parce que la personne qui est allongée, normalement, c'est un être humain, et nous aussi. On est un être humain, donc on a le même schéma intérieur à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle les positions sont les mêmes. Donc je vous montrerai également, quand vous vous serez entraînés entre vous, les positions des mains sur soi, et puis on pratiquera un petit peu sur soi aussi, à ce niveau-là, en fin d'après-midi. Et en toute fin d'après-midi, s'il nous reste encore un peu de temps, on abordera les indications et les contre-indications dans le Reiki. Il y en a pas beaucoup, mais il faut quand même les connaître parce que en pensant faire du bien aux gens, en fait, on peut les fragiliser sur le plan psychologique. Donc c'est important. Je vois qu'il y a quelques personnes du secteur médical ici, donc je parlerai sous contrôle de ces personnes, mais vous comprendrez aussi les liens que l'on fait avec cela et de voir pourquoi justement pour certaines fragilités des personnes, avec évidemment des symptômes sur le plan médical, eh bien il vaut mieux ne pas les allonger et surtout les orienter vers un médecin et on verra comment. Voilà. Ce sera déjà une bonne journée. Demain matin, on continuera avec le côté intérieur. Dans le Reiki, il y a ce qu'on appelle le côté extérieur, c'est-à-dire celui qu'on peut voir. On pose les mains sur le corps de la personne, mais qu'est-ce que je fais intérieurement? Est-ce que je pense, quand je pose les mains sur la personne, est-ce que je pense à ma liste de courses? Est-ce que je pense au prochain film qui vient de sortir et que je vais aller voir au cinéma? Qu'est-ce que je fais intérieurement?
eh bien j'ai une pratique méditative et c'est ce que l'on abordera demain matin avec cette méditation. C'est quoi la méditation? Là aussi, il s'agira de démystifier un petit peu parce que c'est vrai qu'en Occident, on s'empare de beaucoup de choses, on se fait beaucoup de films sur des choses que l'on croit savoir. Et puis quand on écoute en fait des professionnels de la méditation, des grands maîtres de méditation, eh bien on se rend compte en fait que la méditation n'a jamais été ce qu'on a cru à ce niveau-là. Donc je suis quand même là aussi pour vous donner des bases sur la méditation, vous donner le sens profond de la méditation et de faire le lien. Il y a tellement de pédagogie dans la méditation, il y a des tas de méditations différentes. Sachez déjà qu'il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, mais il y a des pédagogies qui vont plus correspondre à certaines personnes qui préféreront se diriger plus vers ce type de méditation parce que ça va leur parler intérieurement tout simplement et elles pourront s'approprier plus facilement cette démarche. Et puis d'autres diront, bah, moi tu vois, ton truc de méditation là, avec ce style d'outil, ça ne me parle pas, je préfère plutôt ce style de méditation. Peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que la personne soit bien avec ce qu'elle fait. Alors, c'est à elle de choisir. Et dans la pratique du Reiki, on aura des méditations spécifiques, dédiées au Reiki, qui sont ni meilleures ni moins bonnes que les autres, mais qui sont dédiées au Reiki parce que complètement en harmonie avec le sens du travail que l'on effectue dans la pratique du Reiki. Cela veut dire que demain matin, on verra, une fois les bases posées sur ce qu'est la méditation, on verra 3 exercices ensemble. Le premier qui sera un exercice de calme mental, et puis les 2 méditations suivantes qui seront des méditations laissées par le fondateur. Alors la première, c'est une méditation pour développer, comme on dit, amour, compassion, sagesse. On verra ce que c'est. Et puis la seconde, c'est une méditation pour pouvoir poser avec plus d'aisance les mains sur soi et aussi sur la personne. Cela veut dire que ces 3 méditations que l'on fera demain matin, ce sont avant tout des méditations d'entraînement pour nous en tant que praticiens. Vous aurez des devoirs à faire à la maison. Méditation d'entraînement et on verra, donc on les pratiquera ensemble. Alors sachez que lorsqu'on pratique des exercices à l'Institut, je dicte toujours à voix haute, je vous guide évidemment pour ces exercices. On essaie de faire, il ne s'agit pas de faire bien dès le début, parce que si vous pouviez le faire bien dès le début, vous seriez avec le Dalai Lama en train de donner des enseignements parce que vous sauriez ce que c'est, tout simplement. Donc nous, c'est plutôt de voir d'y aller progressivement et d'essayer de mettre en place en fait ces exercices, d'où aussi derrière ces exercices de méditation, des petits débriefings qu'on fera ensemble pour voir ce qui a été plutôt facile pour vous, ce qui a été peut-être un petit peu moins facile et comment on peut passer le cap pour que vous puissiez vous installer dans votre exercice. Donc des méditations d'entraînement que l'on verra ensemble demain matin et puis une petite pause déjeuner derrière. Et demain après-midi, eh bien, vous aurez tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir pratiquer une séance de Reiki comme on l'enseigne à l'Institut, avec d'un côté ce travail extérieur de position des mains sur le corps et de l'autre côté ce travail intérieur de méditation. Toujours quand vous pratiquez ici à l'Institut, vous êtes toujours sous supervision pour les séances, c'est-à-dire qu'il y a un enseignant qui est là, qui vous dicte à voix haute le travail intérieur, parce qu'on sait pertinemment, c'est pas parce qu'on vous l'a dit une fois que vous savez tout de suite le reproduire et que vous avez tout retenu. Et puis aussi l'enseignant pour vous corriger au niveau des positions des mains sur le corps. Et au fur et à mesure que vous vous installerez dans cette formation, eh bien, vous aurez plus d'aisance dans le travail méditatif, dans l'enchaînement des positions des mains sur le corps. C'est fait pour ça. Vous savez, si on devait devenir praticien en un week-end, ça serait depuis longtemps. C'est comme toutes les pratiques, la pratique du Reiki. Il n'y a pas de don, il n'y a rien de magique. Par contre, il faut travailler si on veut y arriver, tout simplement. Mais ce n'est pas un scoop, ce que je vous dis, c'est dans tous les métiers pareil. Les personnes qui y arrivent bien, qui prennent leur place, sont des personnes qui ont travaillé et dans la régularité. Donc, sachez que c'est normal si au début, vous avez il y a des points que vous ne savez pas, vous êtes là pour apprendre. Et puis, ça va venir graduellement, au fur et à mesure de cette formation, vous vous installerez dans cette pratique. Voilà un petit peu pour ce programme de ces 2 premiers jours, de cette découverte déjà pour soi.
Ensuite, on enchaînera sur les 2 jours suivants qui vont, ce qu'on appelle nous plus des maintenances. Les maintenances, maintenant que je sais faire pour moi, je vais mettre ça en pratique pour l'autre. Alors là, on va passer au côté un peu plus professionnel, hein, avec l'autre, puisque vous le savez, c'est une formation professionnalisante. Ceci dit, toutes ces connaissances, on peut les utiliser dans sa vie personnelle, hein. Beaucoup de personnes qui nous disent de la façon dont on s'y prend, dans la communication, dans le rapport avec l'autre, même si je ne suis pas praticien professionnel, en fait je l'utilise dans mon quotidien, au travail, avec mes proches, dans mon entourage, et ça se passe bien parce que la communication devient de plus en plus fluide. Donc sachez que pour les personnes qui viennent à titre personnel et qui n'ont pas forcément envie d'en faire un métier, ça vous servira aussi pour vous à ce niveau-là. Et sur la 3e journée, eh bien, ce que l'on fera dans la matinée, on posera déjà notre cadre de praticien avec peut-être des notions que vous connaissez déjà, la notion du non conventionnel. En fait, il n'y a pas 36 000 pratiques en France, il y a les pratiques conventionnelles et les pratiques non conventionnelles dans la santé. Il s'agit de savoir ce que l'on fait, évidemment, jusqu'où j'ai le droit d'aller, dans le respect de la législation. Quand j'ai une pratique non conventionnelle, pourquoi je l'appelle non conventionnelle? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Et ça, c'est important à savoir pour les personnes qui se mettent à leur compte, pour ne pas prendre la place d'autres professionnels de la santé, tout simplement parce que le cadre n'est pas celui-ci. On verra aussi ce qu'on entend par santé. On fait toujours des comparaisons sur ce qu'on a en France, mais aussi ce qui se fait ailleurs, parce qu'en France, on est très très en avance, hein, surtout dans la santé. On est en avance, on est précurseur, et on est très content, par exemple, de découvrir la méditation de pleine conscience. Aux États-Unis, ça existe depuis 1970. Voilà. Donc c'est vrai qu'en France, on est dans le domaine de la santé très en avance là-dessus. Donc je ferai toujours des petits clins d'œil aussi par rapport à d'autres normes, mais en particulier l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est quand même... ils donnent un cadre, en tout cas, sur différentes politiques de santé qui sont après plus ou moins adoptées par les pays. Mais ce que l'on remarque, c'est qu'à terme, avec plus ou moins de recul, ça finit par être adopté. Pourquoi? Parce que ça correspond directement à une demande. Et la demande, c'est celle du grand public, tout simplement, qui lui a envie d'être bien dans sa vie, qui cherche des solutions. Et à un moment donné, il faut mettre des cadres, il faut définir, même si ce sont de nouvelles pratiques, pour que les personnes sachent à quoi elles s'exposent, sachent où elles vont, et surtout qu'elles ne tombent pas entre les mains de professionnels non professionnels. Donc on abordera aussi ce sujet dans la 3e journée, le travail thérapeutique aussi. Vous avez peut-être lu qu'on explique que la pratique du Reiki est une pratique à visée thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on entend par thérapeutique? Est-ce qu'on prend la place des psys? Bien sûr que non, mais ça veut dire à visée de bien-être naturel. Mais pourquoi? On verra le sens, hein, le lien entre le bien-être et le côté thérapeutique. Et puis notre rôle aussi de praticien. Est-ce que je fais à la place de la personne? Est-ce que je dois dire à la personne ce qu'elle doit faire dans sa vie? Est-ce que je prends des décisions pour elle? Bien sûr que non. On est un accompagnant. Alors on verra quel est le rôle de l'accompagnant, comment on s'y prend pour ne pas influencer la personne dans ses décisions de vie, puisque la pratique du Reiki est une pratique qui emmène les gens vers leur autonomie. Je vous le rappelle, ou je vous le dis en découverte, le sens du Reiki, c'est qu'à un moment donné, les personnes n'aient plus besoin de nous. Et là, ça veut dire qu'on a bien travaillé, parce que elles ont la maîtrise d'elles-mêmes, elles savent comment elles fonctionnent, elles se connaissent, elles comprennent quand ça ne va pas, ce qu'elles peuvent faire pour aller mieux, et elles ne dépendent plus de quelqu'un d'autre pour aller mieux. Donc c'est avant tout cela, le sens de la pratique du Reiki, c'est d'emmener les gens vers leur autonomie, mais il faut pour cela, et pour que ce soit durable, il faut aussi qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent à découvrir comment ils fonctionnent, et puis qu'ils apprennent à maîtriser ce fonctionnement. Donc ce sera ça notre rôle d'accompagnant que l'on abordera dans cette 2e partie de ce cycle dans la matinée. Donc vous voyez, on a de quoi faire. L'après-midi, des pratiques énergétiques, hein, vous vous souvenez? Je vous ai expliqué qu'il y avait toujours une alternance entre la théorie et la pratique. Donc là, on continuera. Il y aura ce côté des pratiques énergétiques qui viendront en complément des positions que l'on verra ensemble cet après-midi. Des fois, les personnes vont venir nous voir avec certaines difficultés. Alors,
sachez quand même qu'il n'y a pas que des gens qui vont mal qui viennent nous voir en cabinet. Il y a aussi des gens qui vont bien, mais qui ont envie de garder ça. Qui nous disent, voilà, bon, je suis stressée comme tout le monde, mais dans l'ensemble, ça va bien, mais j'ai envie de conserver ça. Mais on aura aussi des personnes qui viendront nous voir avec certaines difficultés. C'est ce que l'on appelle, nous, des formes de mal-être. Alors, il faut aussi avoir des pratiques dédiées qui permettent aux personnes un peu de lâcher prise avec ces difficultés plus ou moins émotionnelles. Celle que l'on abordera dans ce premier cycle, eh bien, c'est ce qu'on appelle le petit vélo dans la tête. Quand j'ai sans arrêt les mêmes pensées qui reviennent, j'arrive pas à quitter. En fait, on a une pratique, nous, pour accompagner, pour que la personne arrête. Parce qu'on sait que si on dit à la personne... faut arrêter de penser comme ça, faut arrêter de penser toujours à la même chose. Elle dit, vous êtes marrant, mais concrètement, je m'y prends comment? Donc on a des pratiques en fait de facilité à ce niveau-là, que l'on abordera ensemble. Aussi pour la confiance en soi, des personnes qui viendront parce qu'elles manquent de confiance en elles-mêmes, des personnes qui viendront parce qu'elles manquent d'estime d'elles-mêmes, des personnes qui viendront parce qu'elles ont une maladie auto-immune qui a été diagnostiquée, avec tout ce que ça implique comme conséquence, et qui voudront non pas être soignés, mais qui voudront surtout donner du confort dans leur vie, c'est-à-dire être bien dans leur corps et dans leur tête, même avec cette maladie, qui viendront pour ça. Et on verra aussi cette pratique, alors on appelle ça une pratique énergétique pour le système immunitaire. On verra ce que ça veut dire parce que c'est le raccourci, mais quand la maladie est là et qu'en plus la personne n'a pas trop le moral par rapport à cela, parce qu'elle est sans arrêt dans la douleur, parce qu'elle est sans arrêt dans les traitements, on peut aussi comprendre qu'elle est impactée sur le plan psychologique et on verra le lien parce que l'impact sur le plan psychologique a un impact direct sur le corps où le corps fonctionne moins bien et le système immunitaire peut être plus ou moins annihilé. Alors on verra cette connaissance, elle vient des neurosciences, elle vient des sciences cognitives, elle vient de la phénoménologie, mais c'est bien aussi d'avoir des pratiques qui permettent aussi d'accompagner les personnes plus spécifiquement sur ce plan-là, sans promesse de guérison. Les médecins, quand ils diagnostiquent quelque chose et puis qu'ils donnent des médicaments, ils ne peuvent pas promettre à la personne qu'elle va guérir. Est-ce que vous comprenez? Les chirurgiens, ils peuvent promettre qu'ils vont opérer et parfaitement, respectant les règles qu'ils ont apprises, avec quelle vitesse la personne va se remettre derrière. Est-ce qu'elle va se remettre? Est-ce que la greffe va prendre, par exemple? Ils ne le savent pas. Donc nous, encore moins. Est-ce que vous comprenez? Si des personnes qui ont eu 12 ans d'études, voire plus, ne peuvent pas le savoir, comment un praticien de Reiki pourrait-il le savoir? Donc, mais on a des petits trucs, on va dire, pour accompagner la personne, plus spécifiquement sur ces points, et l'aider à prendre sa place dans sa vie, même avec une maladie. On le voit autour de nous. Vous avez des gens qui sont malades et qui malheureusement n'arrivent plus à vivre, mais vous avez aussi des gens qui sont malades, ça ne les empêche pas de vivre et de faire ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie. Alors ce sont ce qu'on appelle des forces intérieures que l'on peut développer, et plus spécifiquement avec la pratique du Reiki, en tout cas de la Reikiologie, qui est la forme professionnelle du Reiki. Et puis aussi évidemment une pratique énergétique quand on est fatigué, une pratique énergétique pour les douleurs musculaires. Vous vous entraînerez et le lendemain, à nouveau le lendemain, ce programme, en fait, en tant que praticien, eh bien, de voir comment je m'y prends concrètement dans un entretien. Quand je reçois la personne pour la première fois, on verra qu'il y a tout un langage corporel, psychocorporel à connaître. C'est ce qu'on appelle le langage verbal et non verbal, où la personne exprime certaines choses et qui ce sont pour nous des outils, des aides d'accompagnement qui vont nous permettre de comprendre où la personne en est intérieurement et de pouvoir l'aider pour qu'elle s'installe, pour établir une relation de confiance. Donc on abordera tout ça. Et l'après-midi, le dernier après-midi, à nouveau de ce 4e jour, une pratique entre vous en fait pour mettre en forme aussi ce que l'on aura vu durant ces 2 jours de maintenance, mais cette fois-ci pour les autres. Voilà, je vous propose peut-être de rentrer dans le vif du sujet avec les présentations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la caméra pour les présentations qui sont quand même relativement personnelles. Je vous ferai signe pour couper, s'il vous plaît. Dans la présentation, alors, je ne vais pas vous demander vos mensurations, votre poids, votre âge, ça je vous le laisse, mais plutôt les attentes que vous avez, avec quelles attentes vous êtes venu dans ce cursus. C'est ce qui va me permettre aussi, moi, de travailler avec la dynamique du groupe qui est ici pour cette session et de pouvoir répondre à ces attentes. Moi, mon but, c'est que vous repartiez avec des réponses.
Vous êtes certainement venu avec beaucoup de questions et mon rôle c'est que vous repartiez avec vos réponses. Donc c'est toujours une aide pour moi que vous me donniez un peu vos attentes sans rentrer dans les détails de ce cursus, de cette formation, que je puisse aussi faire évoluer l'enseignement en fonction de cela. Derrière, je me présenterai pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je présenterai un petit peu le cadre dans lequel vous êtes inscrit et puis on rentrera dans le vif du sujet avec ce qu'est le Reiki et comment ça fonctionne. Les redoublantes, je vous laisserai vous présenter tout à l'heure. En fait, ça va faire partie du programme. Nous, on dit les redoublants, mais vous avez vu, ils viennent, ils ont un sourire, ils ont la banane. Moi, je me rappelle, quand on devait redoubler à l'école, on faisait plutôt la tronche. Alors que là, à l'Institut, quand on vient redoubler, on est plutôt content. Parce que c'est sur volontariat, le redoublement. C'est ce qu'on appelle le programme d'auditeur libre. Je ne sais pas si vous l'avez lu. En fait, vous avez une très très grosse partie du cursus. À partir du moment où vous avez déjà fait cette partie de formation, vous pouvez revenir gratuitement. Et ce, autant de fois que vous voulez à l'année et aussi longtemps que vous souhaitez, jusqu'à ce que vous estimiez que c'est intégré. Parce qu'on sait très bien que, en fait, c'est pas possible de tout retenir dès la première fois. On a besoin de temps, chacun avec son rythme, en fait. Personnes vont intégrer plus rapidement que d'autres. Donc, les redoublants, quand je les ai viennent sur volontariat, c'est parce que, à un moment donné, dans leur parcours de formation, ils ont envie de réentendre, en fait, tout simplement, cette partie de la formation. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez faire aussi. Dès que vous avez terminé cette session, si vous souhaitez revenir au prochain début de cursus, avec grand plaisir et autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que vous estimiez qu'à un moment donné, en fait, c'est OK pour vous, quoi. Vous avez votre aisance par rapport à cette pratique. On essaie de vous donner toutes les aides possibles pour bien réussir votre formation. Donc, je vous laisserai, mesdames, vous présenter tout à l'heure, si vous le souhaitez. Voilà, ça va? C'est OK? Ouais. Elles sont coquines. Au début, elles sont toutes sages quand elles commencent la formation. Puis alors, je ne vous raconte pas, au bout de quelques stages, on n'arrive plus à les tenir. C'est une catastrophe. Bien. Bon, peut-être un petit peu brièvement me présenter quand même. Je crois on se connaît avec certaines personnes, d'autres moins. Moi-même, je m'appelle Estelle Ivanez et je ne sais plus qui parlait de milieu cartésien tout à l'heure. J'en viens d'un milieu cartésien, puisqu'à l'origine, je travaillais dans l'assurance crédit, donc la banque et la finance. Enfin, la banque et l'assurance, pardon. Et j'ai été confrontée au stress en entreprise. Mon rôle, c'était d'aller mettre en place des produits d'assurance crédit pour des chefs d'entreprise sur le plan national, international, forcément avec des exigences qui sont tout à fait évidentes et naturelles, mais avec beaucoup de stress. Et à un moment donné, j'avais du mal à gérer tout ça, tout simplement. Donc, j'ai cherché en fait une solution de pouvoir aborder mon travail d'une façon beaucoup plus cool, surtout en rendez-vous. Et quelqu'un à l'époque m'a dit « Tu devrais faire du Reiki ». J'ai dit « Tiens, je ne connais pas ». Donc, j'ai tapé le mot Reiki, puis je suis tombée sur le site de l'Institut. Et alors à l'époque, c'était en 2004 quand même, donc ça ne me rajeunit pas. Et donc j'ai commencé par une formation, mais comme il ne fallait pas me la faire parce que moi j'avais besoin du cadre et j'étais très cartésienne, j'ai déjà mis le bout de l'orteil pour voir ce qui allait se passer. Et puis en fin de compte, ça a été pour moi un coup de foudre en fait, un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite de potions magiques, voilà. Moi pareil, j'ai mis l'orteil et puis j'ai plus du tout envie parce que tout simplement, Christian Mortier qui m'a formée à l'époque répondait à toutes les questions que je pouvais avoir sur la façon dont les personnes fonctionnaient. Je trouvais mes réponses aussi par rapport à certains sens que je voulais donner dans mon métier, dans ma vie en général, avec certaines relations. Donc j'y trouvais beaucoup à titre personnel, tout en apprenant une pratique. Et j'ai enchaîné en fait tout naturellement les cursus les uns derrière les autres parce que j'étais très curieuse et j'avais envie d'en savoir le plus possible. Donc praticien, maître praticien, donc ça m'a pris 3 ans. Et puis à un moment donné, j'ai continué sur le cursus d'enseignant. Et à la fin, donc ça a pris 6 ans quand même, je suis venue très très régulièrement à l'Institut. J'étais quasiment tous les week-ends en fait pour pouvoir travailler et puis intégrer la pratique. Et puis quand j'ai terminé, à l'époque, Christian Mortier m'a dit voilà, si ça vous intéresse, j'ai besoin de quelqu'un à l'Institut parce que ça s'agrandit et voilà, j'aimerais proposer plus de sessions, donc j'ai besoin de renfort.
Et je n'avais pas du tout programmé ça. Donc voilà, pour les personnes qui disent on verra, ben oui, laissez-vous ce temps-là parce qu'on n'est pas obligé tout de suite de savoir ce qu'on veut faire de cette pratique. C'est bien aussi de s'installer dans le moment présent, puis de se laisser évoluer et surprendre. Et j'ai décidé tout simplement de faire une reconversion professionnelle parce que je me suis dit, quand je vais être en rendez-vous avec les chefs d'entreprise, même si je vois en face de moi quelqu'un de stressé, je ne m'imagine pas en train de lui dire allongez-vous sur votre bureau, je vais vous faire une séance, ça va vous calmer. Donc je me suis dit, le côté un peu comme ça en entreprise, ça risque d'être un petit peu difficile. Alors où est-ce que je peux être la plus efficace dans ce côté-là? Et puis personnellement, j'avais fait le tour de mon métier dans le sens où voilà, j'avais envie de donner un autre sens à ma vie. Donc j'ai accepté la proposition de Christian à l'époque, mais j'en menais pas large parce que j'avais jamais fait de thérapie, j'avais jamais fait de méditation avant de commencer à l'Institut. Donc en fait, ça avait été pour moi une découverte à ce niveau-là. Et j'ai dit j'y vais, donc évidemment non c'est bon. J'avais commencé en fait à l'Institut sans savoir ce qu'était la méditation, sans savoir ce qu'était le côté thérapeutique de travail sur soi, puis en fait je m'étais rendu compte qu'en s'installant tranquillement dans la pratique, ça le faisait, comme on dit, voilà, à condition de travailler, on arrive à méditer, on arrive à pratiquer pour les autres, donc, et puis c'était quand même sympa comme environnement. J'avais vu durant ces 6 ans qu'on travaillait beaucoup, mais toujours dans la bonne humeur. Donc c'était aussi un environnement qui était différent de ce que j'avais pu voir en entreprise où j'étais, surtout dans ce domaine où les gens étaient sans arrêt en compétition. Puis à un moment donné, il n'y a pas que ça. Enfin, moi, c'était ma vision personnelle. Après, je comprends tout à fait que d'autres personnes aient d'autres visions, mais en tout cas, ça ne me correspondait plus. Donc voilà, donc j'ai basculé en fait. Non pas dans le côté noir de la force, mais j'ai basculé dans la pratique du Reiki à ce niveau-là. Et puis j'ai tranquillement préparé cette reconversion. J'ai commencé à enseigner à l'Institut en 2011. En même temps, j'ai ouvert mon cabinet. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vis à plein temps de cette pratique. Je reçois en cabinet évidemment des personnes qui n'ont pas forcément envie de suivre des formations, mais qui ont envie de sentir un peu mieux dans leur vie. Et puis je forme aussi ici à l'Institut. Puis je suis aussi très active à la Fédération française de Reiki traditionnel, puisque je suis en charge des dossiers des professionnels et de la communication aussi. Et puis d'aider aussi Christian à mettre en place, vous avez lu, tout le système de certification, de qualification, parce que c'est pas parce qu'on est dans une pratique non conventionnelle qu'on a le droit de faire tout et n'importe quoi avec les gens. Même quand on est de bonne foi, qu'on a envie de bien faire les choses, eh bien on n'est pas à l'abri de faire des erreurs, parce que quand on a le nez dans le guidon, comme on dit, voilà, on n'a pas toujours suffisamment de recul pour être sûr qu'on fait bien. Donc ça m'a beaucoup plu aussi, cette démarche qu'avait Christian Mortier à l'époque, de mettre en place aussi, de vouloir mettre en place des certifications, d'avoir un œil extérieur. Ces gens-là, très sincèrement, quand on les rencontre, ils se fichent de savoir si on fait du Reiki, si on fait autre chose, si la pratique qu'on fait c'est une belle pratique ou pas. Ils disent, bon, vous dites un truc, nous on est très basique, est-ce que ça fonctionne? Et si ça fonctionne, prouvez-le. Et si vous l'avez prouvé, vous respectez le cahier des charges, vous avez le droit à cette qualification, vous avez le droit à cette certification. Donc il y a quand même ce côté-là qui m'avait plu aussi. C'est pas copain-copain, c'est le côté, voilà, si vous voulez avoir telle récompense ou telle reconnaissance, il faut que ça marche, et ça s'inscrivait dans mon éthique personnelle. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai rejoint l'Institut à cette époque. Et puis comme vous le savez, on essaie de développer un petit peu ça, même si c'est du non conventionnel. Ça peut quand même être quelque chose de très cadré, de très structuré, avec la formation professionnelle qui est aujourd'hui qualifiée ISQ-PQF, comme vous le savez, qui lui-même est un label enregistré au CNEFOP, qui est directement rattaché au gouvernement. On a aussi la certification sur la fédération pour la qualité quand même, parce que on n'est pas des sauvages. On veut aussi donner une certaine qualité dans ce que l'on fait. Et puis on s'est dit à un moment donné, voilà, c'est bien d'avoir une fédération qui mise sur la qualité, c'est bien d'avoir un institut qui mise sur le professionnalisme, mais est-ce que ça suffit? Par exemple, nos professionnels, quand ils se mettent à leur compte et qu'ils sortent de l'institut, ils sont noyés en fait avec tous les autres praticiens de Reiki qui eux se sont autoproclamés, parce que c'est le propre du non conventionnel, c'est-à-dire comme il n'y a pas de diplôme d'État,
N'importe qui a le droit de se décerner des titres en fait. Donc demain, vous avez le droit de mettre votre plaque de sophrologue sans jamais avoir suivi de formation de sophrologie, ou en ayant suivi une formation sans l'avoir terminée ou sans avoir eu l'examen final. Et c'est la même chose pour toutes les autres pratiques non conventionnelles, le shiatsu, ça peut être aussi le massage, la PNL, le coaching, le Reiki. Donc évidemment, à un moment donné, on s'est dit, nous nos praticiens, tout le monde ayant le droit de s'appeler praticien de Reiki, je pense que vous avez lu un petit peu aussi les délires que l'on peut voir sur Internet, il n'y a pas de plus-value pour les professionnels qui sortent de notre institut, parce qu'ils sont tout de suite noyés dans la masse, d'où toutes les marques que l'on a mis en place en fait, qui sont, comme vous le savez, il y a des règles. Quand on utilise une marque, il y a des règles, et pour utiliser cette marque, il faut respecter ces règles. Donc c'est une façon de protéger les professionnels qui sortent de notre institut pour qu'ils puissent faire valoir la qualité de leur pratique et leur sérieux à ce niveau-là. Et comme ça marchait bien avec DECRA Certification, vous savez, qui est l'organisme international qui nous a délivré cette certification de qualité, l'ISO 9001, on leur a demandé, est-ce que c'est quelque chose que vous savez faire, de certifier nos professionnels, mais toujours dans cette démarche tierce partie, c'est-à-dire d'objectivité, où vous êtes là pour regarder s'il y a un cahier des charges qui est rempli, et puis pas parce que c'est les copains, etc. Donc ils ont un petit peu réfléchi, parce que pratique non conventionnelle, ils n'avaient pas l'habitude, et puis ils se sont basés eux-mêmes sur des normes internationales qui avaient été mises en place pour pouvoir avoir des certifications de personnes. Alors les certifications de personnes, ce sont des certifications que l'on trouve généralement pour justement tout ce qui est non conventionnel. Mais pas que dans la santé. Ce sont par exemple des métiers où ça évolue très vite. Donc comme ça évolue vite, les gens à un moment donné ont besoin d'un référentiel métier pour quand même continuer à former des personnes selon les mêmes critères. Donc ils vont plus être enclins à se destiner vers des certifications de personnes. Mais ça peut être aussi des pratiques qui ont besoin de reconnaissance, comme le Reiki par exemple, où en n'étant pas diplômé d'État, mais on peut quand même avoir une certaine reconnaissance sur des critères bien spécifiques que l'on peut trouver sur Internet quand on cherche, c'est quoi une certification de personne. Et donc DECRA nous a demandé notre référentiel métier à l'époque et de voir un peu comment fonctionnait, comment on formait les professionnels. Et puis ils ont fait, non pas un mix, mais ils ont fait un agencement de ce référentiel métier avec leurs propres exigences, parce qu'ils ne voulaient pas donner leur coup de tampon n'importe comment, et puis aussi avec cette norme internationale qui permet de dire voilà en quoi on reconnaît un métier. Et ils ont sorti la certification de personne reikologue. Et aujourd'hui, les professionnels, mais elle est ouverte à tout le monde, elle est même ouverte à toutes les personnes qui se disent praticiens de Reiki. Évidemment, si vous avez fait une formation en 2 jours ou en 4 jours, vous avez quand même moins de chances d'obtenir cette certification que si vous avez été formé dans les règles de l'art, comme on dit. Mais c'est une certification qui est aujourd'hui ouverte à tout le monde. Et comme les praticiens de l'Institut ont été formés là-dessus correctement, du coup, ils ont un tampon personnel qui est délivré quand même par DECRA, ce qui est aussi pour eux une plus-value, parce que dire qu'ils sortent d'une école qualifiée ou qu'ils appartiennent à une fédération certifiée, on peut toujours leur dire oui, mais vous, qu'est-ce que vous valez là-dedans? Voilà. Donc là, ils ont quand même un papier délivré par DECRA, un certificat qui dit qu'ils ont été personnellement évalués sur leur pratique de terrain, sur leur expérience de terrain. Donc ça, c'est le mot reikologue. Et puis on s'est dit, il y a aussi beaucoup de pratiques. On fait très attention en fait au retour qu'on a des personnes comme vous qui viennent en stage et qui nous disent voilà moi un petit peu mon parcours, voilà ce que je cherche, voilà ce que j'ai pas trouvé. Et ce qui revenait souvent aussi, c'était des personnes qui nous disaient vous savez moi les pratiques miraculeuses, telle pratique de bien-être, on m'a fait croire que ça marchait. Alors au début ça marchait, puis à un moment donné ça bloque et puis ça marche plus. Donc voilà, j'investis beaucoup de temps, j'investis de l'argent et finalement je suis pas sûre. Il faut que je croie les gens sur parole. Et on s'est dit il faut qu'on fasse évaluer notre pratique, parce que nous on connaît les résultats qu'on a quand les personnes viennent nous voir en cabinet, on voit ça au quotidien, mais après c'est pareil, si on dit que ça fonctionne, il faut nous croire sur parole. Donc on a fait une étude clinique en 2015 en fait, on allait dans un laboratoire qui lui-même doit répondre à des normes très spécifiques et agréées par le ministère de la Santé. Et puis on a délivré des séances de reikologie avec Christian, tous les deux,
un panel de personnes qu'on ne connaissait pas. Hein. Ils ne savaient même pas qu'ils allaient faire du Reiki. Comme ça, l'effet placebo ne pouvait pas se conditionner pour que ça fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était un risque pour nous, mais on s'est dit au moins c'est le meilleur moyen. Pour nous, c'est le moyen le plus objectif possible de voir si ça fonctionne ou pas. Parce que même en cabinet, quand les gens viennent nous voir, ils ont déjà une certaine idée de la pratique et ça leur plaît. Alors que là, on voulait des gens qui n'avaient absolument aucune idée de ce que c'était. Et puis voilà, on a fait ce qu'on appelle deux groupes, avec un groupe à qui on a fait des séances, puis un groupe témoin qui n'avait pas de séances. Les deux ont été mis dans les mêmes conditions de repos, sauf que l'un groupe avait des séances de 45 minutes et l'autre pas. Et il y a eu une grosse différence à la fin. Donc il y avait évidemment, il y avait un médecin qui était là, qui a mesuré le taux de stress avec, pareil, spécifique, le TNS comme on l'appelle, ce taux de stress chez ces personnes qui étaient très stressées par la vie, par le travail, par les études, chacun avec sa vie. Et puis on a vu qu'au bout, dès la première séance, et quand les gens ne savent pas ce que c'est, le stress diminue deux, trois fois, il baisse de 36% en fait au bout de 45 minutes. Et les personnes ont rempli aussi des questionnaires d'évaluation sur voilà mon état d'esprit quand je suis arrivée, voilà quand je ressors. Et puis la pression artérielle a aussi été mesurée. Donc évidemment, c'est ça qui a fait que notre pratique de la réikiologie aujourd'hui est validée à des effets cliniques anti-stress et de bien-être cliniquement prouvés, parce que voilà, ça a été fait dans des conditions complètement... Que vous avez publié du coup Oui, c'est sur Internet, oui, c'est les résultats, c'est publié sur le site, ces résultats. Puis vous pensez bien qu'il y en a une copie au ministère de la Santé, parce qu'ils sont obligés, eux. Donc vous pensez bien que si c'était pas vrai, ça fait longtemps que... en haut, il nous serait tombé dessus en disant publicité mensongère, arrêtez. Donc voilà, il y a le côté de publication qu'on met nous sur le site. Si vous voulez, dans les explications, on a essayé de le rendre quand même accessible. Parce que quand vous lisez les chiffres du rapport, enfin, faut être dedans, quoi. Faut être dedans pour comprendre tout ça. Donc on a mis les grandes lignes pour que les personnes aient une idée. Mais c'est ça qui est important parce qu'évidemment, on a ouvert le chemin avec Christian, mais ça veut dire très clairement que toutes les personnes qui sont reikiologues ont le droit de dire que leur pratique est cliniquement prouvée. Voilà, donc ça veut dire que, en tout cas, les effets de leur pratique anti-stress et de bien-être sont cliniquement prouvés. Donc la boucle est bouclée. Il y a l'école qui est qualifiée, la formation certifiée, eux qui sont reikiologues certifiés personnellement, et en plus, on a prouvé que la pratique fonctionnait. Pourquoi pas plus tard prouver d'autres plans, parce qu'on voit en cabinet, mais ça coûte beaucoup d'argent. Donc, et puis il faut beaucoup de temps aussi, donc, et puis les conditions soient respectées aussi. C'est pas facile de dire à des personnes, vous n'allez faire que cette pratique pendant 3 mois, et puis nous, on n'a pas la preuve qu'elles ne vont pas faire autre chose ailleurs. Donc il faut aussi que la vérification puisse être transparente pour tout le monde, mais on envisage aussi à terme de pouvoir élargir aussi la vérification des effets, parce que c'est un atout. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une pratique qui fonctionne, et à ma connaissance, je ne dis pas que ça va rester tout le temps comme ça, mais à ma connaissance, c'est la seule pratique de bien-être dont les effets sont cliniquement prouvés. J'en ai pas vu d'autres pour le moment qui a fait une étude à ce niveau-là et qui peut le dire. Donc c'est aussi un avantage pour les personnes qui viennent se former à l'Institut de pouvoir le dire. Donc pour terminer, voilà, moi c'est tout ce côté-là en fait. J'ai un peu débordé sur le temps présent, mais à l'époque quand j'ai rejoint l'Institut, c'est tout ce process qui m'avait plu, de vouloir vérifier les choses, de le faire en transparence, de ne pas affirmer des choses nous et qu'il fallait nous croire sur parole. Et puis ce process d'amélioration continue, parce que toutes ces distinctions, comme on les appelle, elles ne sont jamais décernées ad vitam. C'est renouvelable tous les 3 ans ou les 4 ans. Donc ça nous oblige aussi, nous, à faire attention et à pas nous endormir sur nos lauriers, comme on dit. Donc c'est aussi, on voit que les demandes en cabinet ne sont pas les mêmes aujourd'hui, il y a 5 ans. Donc même nous, en tant que professionnels en cabinet, il faut qu'on soit à la hauteur, tout simplement, et qu'on réponde aux demandes de notre époque, et que, de toute façon, c'est jamais parfait, mais qu'on soit dans cette amélioration naturelle aussi des prestations qu'on propose aux personnes qui viennent nous voir et qui comptent sur nous, et qui nous payent pour ça. Donc voilà un petit peu pour ce côté-là, et pour terminer de me présenter. Est-ce que vous avez des questions sur un peu le côté dans lequel vous vous inscrivez de la fédération, l'Institut? Non? C'est clair pour vous? Oui? Bon, eh bien écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet alors. Alors, le mot Reiki. On va voir ce qu'est la pratique du Reiki, d'où elle vient.
déjà dans un premier temps? Eh bien, le mot Reiki, c'est un kanji japonais. Kanji, ce sont les écritures japonaises. Et Reiki, quand on regarde sur Internet, vous avez beaucoup de définitions. Donc, à un moment donné, il faut trancher. Et on a mandaté, en fait, une traductrice japonaise, de langue maternelle japonaise, et assermentée auprès du tribunal, parce qu'on voulait aussi toujours ce côté d'être le plus objectif possible. Et on lui a demandé de nous traduire en fait ce mot Reiki, et elle nous a expliqué que Reiki était formé de 2 kanji japonais, le Rei et le Ki. Le Rei, elle nous a dit en japonais, ça veut dire l'esprit. L'esprit au sens conscience. J'ai conscience que je lève le bras, j'ai conscience que je pense telle chose, hein, c'est dans ce sens-là. Et elle nous a dit, le Ki, qui est un terme que l'on connaît, c'est l'énergie en fait, que l'on retrouve dans beaucoup de pratiques énergétiques, Aikido, Qigong, Tai Chi, etc. Et elle dit, voilà, donc ça c'est pour les 2 kanji qui constituent ce mot Reiki. Et si je dois vous traduire en langage courant, en français, en fait, la signification du mot Reiki, ça veut dire la force de l'esprit. Elle nous a dit aussi que la force de l'esprit, c'est-à-dire, elle nous a dit, si je m'en tiens à une traduction littérale, mot à mot, ça veut dire l'énergie de l'esprit. Énergie spirituelle. Reste à définir le mot spirituel. Mais la première instance dans la traduction, c'est la force de l'esprit. Donc déjà, vous voyez, dans le terme Reiki, c'est très clair, il ne s'agit pas d'énergie extérieure qui se balade dans le cosmos ou on ne sait où, mais c'est bien la force de l'esprit de la personne. Un peu comme quand on regarde certaines personnes et puis on se dit « Ouah, c'est fou, la personne, dans sa vie, elle a des situations plus ou moins difficiles à vivre, mais alors elle traverse ça, quelle force de caractère ?» Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une force intérieure que la personne a et qui lui permet de vivre sa vie, de faire face à la vie, que les situations soient des situations un peu bousculantes ou pas. Elle a une force naturelle intérieure pour vivre, pour savoir faire face à ça. Et c'est ça la force de l'esprit, le Reiki. Vous voyez, le Reiki porte son nom, en fait, porte le sens même de la pratique dans son nom. C'est la force de l'esprit. Les autres termes que l'on peut voir, Reiki traditionnel, ça ne veut pas dire que c'est une tradition en lien avec une culture spécifique. Parce que sinon, ça voudrait dire, si par exemple le Reiki traditionnel, ça voulait dire Reiki en lien avec la tradition japonaise, ça voudrait dire que ce serait une pratique qui serait réservée aux Japonais, qui fonctionnerait que sur les Japonais, et les autres cultures ne pourraient pas s'approprier. Donc traditionnel, c'est pas ça le sens. Le sens de traditionnel, c'est en lien avec la tradition naturelle et fonctionnelle de l'être humain. C'est la culture de l'être humain. Ce que vous comprenez, c'est pas la culture japonaise, c'est pas la culture française, la culture américaine, c'est la culture de l'être humain. Sa culture intérieure, ce que vous comprenez. Et puis après, chacun a, avec sa culture d'être humain, en tant qu'un corps physique, une conscience, peut avoir une culture dans laquelle il a été élevé, peut avoir sa propre culture à l'intérieur de celle-là, peut avoir ses propres croyances. Ça, c'est autre chose, ce que vous comprenez. Mais le Reiki traditionnel, c'est ce côté que c'est en lien direct avec le fonctionnement de l'être humain. Reikiologie, alors, est venu après un terme qui s'appelle Reiki Bunseki. C'est le terme, c'était un petit clin d'œil à l'époque de Christian Mortier quand il a mis en place l'Institut de Reiki, parce qu'il a développé un référentiel de compétences métiers, et on le verra, le fondateur est décédé sans laisser d'écrit, donc il a fallu reconstituer tout un enseignement, et c'est l'analyse en fait. Christian Mortier, ça veut rien dire, Reiki Bunseki en japonais, je vous le dis tout de suite, si vous demandez à des Japonais, ils vont vous dire ça veut rien dire, mais c'est justement parce que ça veut rien dire qu'il a dit tiens, je vais pouvoir en faire une marque, parce qu'il n'y a pas de signification en particulier. Donc Bunseki en japonais, ça veut dire analyse, Reiki du Reiki, analyse du Reiki, mais l'association des deux n'a pas de sens. Mais voilà, c'était pour le côté, il fallait bien donner un nom à notre référentiel métier, donc c'est le nom qu'a choisi Christian Mortier à l'époque, et on s'est rendu compte quand les journalistes venaient nous voir, ou d'autres personnes nous posaient des questions sur la pratique, eh bien, à chaque fois qu'on leur disait, ce nom, ils disaient « Reiki quoi ?» Donc on s'est dit, bon, il faut peut-être qu'on simplifie un petit peu, on n'est pas barbare, donc on a francisé ce terme, d'où Reikiologie, puisque logos, comme vous le savez, c'est l'étude, donc la Reikiologie, c'est l'étude du Reiki. Et c'est tout ce côté de la pratique du Reiki, avec les explications justement
pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne. Et la Reikiologie, comme vous le savez, c'est aussi une marque. Et c'est la partie professionnelle du Reiki qui a été validée, dont les effets sont cliniquement prouvés, etc. Donc voilà déjà pour ces différents termes. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que quel que soit le terme utilisé dans ce que je viens de vous donner, c'est une pratique de la force de l'esprit. C'est ça le Reiki, énergie spirituelle. Ça va sur le sens du Reiki? Alors ça, c'est la traduction. Maintenant, quand on utilise des termes génériques, c'est toujours bien de pouvoir expliquer en fait ces termes-là, ce qu'ils signifient, parce que si vous demandez à 10 personnes différentes c'est quoi pour vous le spirituel, vous allez avoir 10 réponses différentes. Alors on peut parler des heures pensant qu'on parle de la même chose, sans parler de la même chose. Évidemment, comme cette pratique du Reiki, je le développerai un petit peu plus tout à l'heure, vient d'un monsieur japonais qui s'appelle Mikao Usui, qui était un méditant en fait, eh bien nous on va prendre toutes nos références évidemment en lien avec ce travail que l'on fait dans la pratique, avec des maîtres par rapport à des maîtres de méditation qui ont aujourd'hui fait leur chemin et qui ont pignon sur rue. Et voilà, un clin d'œil au Dalai Lama. Quand on demande au Dalai Lama ça veut dire quoi pour vous le spirituel, eh bien, il explique que le spirituel, c'est un travail. Il dit par exemple, quand on fait un travail spirituel, il explique que c'est un travail sur la profondeur de l'esprit. Pour le Dalai Lama, le spirituel, c'est la profondeur de l'esprit. Donc vous voyez, on n'est pas dans les religions. Bienvenue aux religions, mais là, c'est la spiritualité. Nous, on parle d'un travail spirituel qui n'est pas un travail en lien avec des religions, d'où l'aspect laïque du Reiki. Chacun a le droit d'avoir une culture religieuse, ça pose pas de souci, mais on ne parle pas de ça dans le Reiki, c'est ce côté laïque. Spirituel, c'est un travail sur la profondeur de l'esprit. Alors ça veut dire quoi? Un travail sur la profondeur de l'esprit, un travail sur la profondeur de la conscience. Nous, on explique que c'est un travail sur le potentiel de notre conscience. Et quel est le potentiel de notre conscience? Je vais vous l'expliquer avec peut-être une petite histoire zen. C'est un groupe de personnes, en fait, qui est dans la forêt, avec un maître zen. Et puis, à un moment donné, ils arrivent dans une clairière, et dans cette clairière, il y a une biche qui est là, et maître zen il se dit, tiens, on va profiter pour faire un petit enseignement. Donc, il arrête le groupe, et il demande à la première personne, regarde devant toi, qu'est-ce que tu vois? Alors, la personne regarde la biche et dit, moi, je vois un bon cassoulet. Bon. Il regarde la deuxième personne et lui dit, toi, qu'est-ce que tu vois? Tu dis, bof, c'est un animal, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bon, d'accord. Il regarde la troisième personne et il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu vois? La troisième personne, elle dit, oui, c'est un animal, mais il y a plein d'animaux. Là, en l'occurrence, c'est une biche. Et puis, vous avez vu les yeux de biche qu'elle a. Elle me fait de ses yeux et tout, très bien. Voilà, il demande un petit peu comme ça. Et puis, à un moment donné, une des personnes du groupe lui demande à lui, et vous, maître, qu'est-ce que vous voyez? Et il dit, en fait, moi, je vois une belle énergie. Et c'est ça la profondeur de l'esprit. On peut voir ça comme un bon cassoulet jusqu'à une belle énergie. Et chacun avec sa profondeur de l'esprit. Ça va sur ce côté de spirituel, ce qu'est le spirituel? Alors évidemment, la pratique du Reiki, c'est un travail pour passer de cette vision-là, perception de la vie tout simplement, quelle qu'elle soit. Et en fait, c'est surtout un travail qui va permettre de passer de cette perception du mal-être vers le mieux-être. Ce que vous comprenez. C'est ce qu'on appelle une pratique sotériologique, pratique où on fait un travail sur la souffrance, pour justement transformer cette souffrance qui fait mal en quelque chose intérieurement qui fait moins mal ou qui ne fait plus mal. Et le pratique du Reiki, c'est avant tout une pratique de transformation, c'est pour changer. C'est pour changer intérieurement, vous l'avez compris. C'est pas pour changer le monde entier, ici. C'est pas pour changer le monde, c'est pas pour changer les autres, c'est pour se changer soi. Si dans ma vie, j'ai des choses qui ne me conviennent pas, je peux tout à fait les percevoir différemment, mais on peut voir qu'on est déjà, le Reiki est une pratique, un véhicule comme on l'appelle, mais on est déjà dans cette tendance. Entre ce qu'on pensait quand on était petit et le métier qu'on voulait faire, puis finalement ce qu'on a fait de sa vie, quand on regarde dans le rétroviseur, ou même, on change naturellement dans la vie, est-ce que vous comprenez? C'est pas un scoop ce que je vous dis, mais c'est une pratique qui permet d'accélérer le process s'il y a des choses qui ne nous plaisent vraiment pas ou qui font mal et on n'a pas envie de rester comme ça pendant des années avec, eh bien on peut utiliser la pratique du Reiki pour changer cela au fur et à mesure dans un sens plus profond pour soi, avec une perception différente. Donc c'est ça le sens
de la pratique du Reiki. C'est une pratique où on va transformer ses sensations, on va se changer. On n'est pas obligé de passer toute sa vie à se sentir mal. On peut aussi être heureux dans sa vie et être bien. Et c'est le sens même de la pratique du Reiki. Pour cela, évidemment, on va utiliser notre fonctionnement, parce qu'on est tous d'accord sur le principe que quand ça va mal, il faut aller bien et puis il faut changer. Mais concrètement, je m'y prends comment ? Quand on dit à la personne, je comprends pas, enfin je te connais, dans ta vie, tu as des moments, tu es heureux, je te vois faire, tu es joyeux, là tu n'arrêtes pas de me bassiner en m'expliquant que tu es dans le stress, que ça fait 3 semaines que tu es dans le stress, dans cette situation. Qu'est-ce que tu attends pour retrouver ta joie de vivre ? Va chercher ça en toi, nous dit le bon copain. Et ça, on est d'accord avec ça, d'aller chercher ça en soi. Et on est aussi d'accord avec le fait qu'on a ça en nous, puisqu'on l'a déjà vécu. Mais je fais comment ? Alors si tu es triste, va chercher ta joie de vivre en toi. Je fais comment ? Moi je suis d'accord avec ça. Mais je fais comment ? C'est le sens de la pratique du Reiki. C'est cette transformation intérieure pour passer de l'un à l'autre. Mais ça ne se fait pas comme ça, parce qu'on s'en rend bien compte. Quand on déprime, par exemple, quand on se sent stressé, c'est pas parce qu'on a envie de changer, ou on a envie d'aller mieux, que ça se fait comme ça. Ça suffit pas, le mental, de le vouloir. Il faut aussi faire un travail au niveau des sensations, plus profondes. C'est ça le potentiel de conscience. C'est ça le travail spirituel. Est-ce que vous comprenez ? Alors la personne qui a développé cette pratique du Reiki s'appelle Mikao Usui. C'est le monsieur là que vous avez en portrait ici. Et dans le petit livret, enfin le livret de la centaine de pages que je vous remettrai plus tard, on vous raconte sa vie. Bon, moi je ne vais pas vous la raconter, vous pourrez la lire. Pour moi, il n'y a aucun intérêt à ce que vous connaissiez par cœur les détails de sa vie, mais quand même de savoir un petit peu pour vous qui était ce monsieur. Il est né en 1865 au Japon. Et puis, il est décédé en 1926. On ne sait pas grand-chose de lui. Évidemment, il y a eu des écrits, mais dans tout ce qui a circulé sur lui, on a découvert sur le tard qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été affabulées et sa vie avait été entièrement revisitée par certaines personnes. Ça leur permettait de mieux vendre leurs pratiques, en fait. Voilà. Et on s'est rendu compte que quand on a écrit dans certains endroits où soi-disant Mikao Usui était passé, en fait, il n'était pas du tout connu. Donc, en fait, ce que l'on sait de lui avec certitude, c'est que c'était un méditant, qu'il est allé dans des temples pour méditer dès son plus jeune âge, qu'il a grandi là-dedans. On sait aussi qu'il avait une culture de thérapeute dans le sens où il a fait pas mal de recherches sur la souffrance aussi, d'essayer de voir sur ce plan thérapeutique. On sait aussi qu'il a travaillé à l'époque aussi, je crois qu'il était conseiller pour le ministère de la Santé là-bas. Donc on sait qu'il a eu quand même une démarche où il s'était installé dans la méditation, dans le côté thérapeutique, dans le bien-être. Et forcément, si un jour vous montez votre pratique, ou vous faites quelque chose, ou vous créez une société, vous ne pouvez que créer ce que vous êtes intérieurement. Vous ne pouvez pas créer quelque chose qui n'est pas votre parcours. Donc forcément, le Reiki, ça ne pouvait être que la synthèse du parcours de Mikao Usui. Est-ce que vous comprenez ? On ne peut pas faire quelque chose qu'on n'a jamais fait comme ça, développer une pratique comme ça, sans jamais avoir eu cette culture qui permette d'avoir un certain parcours et certaines connaissances. Donc on ne peut que supposer, parce qu'il n'y a pas d'écrit là-dessus, qu'à un moment donné, il a souhaité faire une synthèse en fait, de tout ce qu'il avait appris dans son parcours, que ce soit de méditant, que ce soit de thérapie. Et cette synthèse, il l'a nommée Reiki, un peu si vous voulez comme le mathématicien qui travaille et puis qui va chercher une formule parce qu'il a envie de créer quelque chose, il va chercher une formule pendant des semaines, des mois, et puis il travaille, puis un matin il se lève, il se dit « bon sang, mais ça y est », et il écrit la formule au tableau. Et la formule est la synthèse de tout le travail qu'il a fait, durant des mois, voire des années. Est-ce que vous comprenez ? Et Mikao Usui, ça peut être que ça. Que le Reiki, c'est la synthèse de tout ce travail thérapeutique et de méditation qu'il avait fait durant des années. Lui, il a nommé ça Reiki à son époque, mais le drame de cette pratique, c'est qu'il n'a pas eu le temps de développer la pratique. Aujourd'hui, par exemple, pour les personnes qui font de la psychanalyse, Freud a eu le temps
hein, de développer beaucoup de choses. Il a laissé beaucoup d'écrits sur la psychanalyse, évidemment. Donc toutes les personnes qui vont là-dedans, qui ont envie d'apprendre la psychanalyse, savent de quoi il s'agit, savent le travail que l'on fait, ont des bases écrites pour pouvoir respecter aussi la pratique du fondateur, ce qui est tout à fait naturel. Et on sait aussi que Freud, au moment où il a mis en place sa pratique au début, et entre ce qu'il disait de sa pratique au début et ce qu'il disait de sa pratique sur la fin de sa vie, il avait évolué, c'est normal, une pratique c'est fait pour vivre, il faut la nomenclaturer, et puis des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne moins, donc il faut l'adapter cette pratique pour qu'à un moment donné elle puisse vivre. Et concernant Mikao Usui, lui il est décédé 4 ans après avoir commencé à développer sa pratique, et il est décédé subitement. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de nomenclaturer sa pratique, il n'a pas eu le temps d'avoir suffisamment de recul pour voir comment faire évoluer cette pratique, et il n'a pas non plus eu le temps de former des personnes compétentes. Pour ceux qui sont un peu penchés sur la méditation, ça ne se fait pas comme ça, hein. Pour former des méditants et puis qui roulent un peu leur bosse, comme on dit, il faut quand même des années. Donc, et tous les maîtres de méditation vous le disent, hein, qu'est-ce qu'ils ont? Ils nous disent, mais qu'est-ce que j'ai dû travailler pour en arriver là? Ça ne se fait pas en 2 jours. J'ai vu l'autre fois sur Internet qu'on pouvait se former à la méditation 4G pour atteindre l'éveil 4 fois plus vite. Je vous jure que ça existe, en tout cas je l'ai lu, mais toutes les personnes qui s'installent dans la méditation savent que ça prend du temps, c'est normal, parce que voilà, on fonctionne aussi comme ça. Et le profil des personnes qui venaient voir Mikao Usui à l'époque, c'était des médecins qui n'étaient pas méditants, c'était des officiers de marine qui n'étaient pas méditants, et chacun comprend aussi des enseignements avec la fameuse profondeur dont on parlait tout à l'heure. Vous avez vu la biche, il y a une personne qui va rentrer chez lui et qui va dire « Oh, faut que je te raconte, aujourd'hui je me suis baladée en forêt et j'ai vu un bon cassoulet ». Et puis l'autre va dire à la personne, va rentrer chez lui le soir et il va dire à son conjoint « J'adore le mot conjoint ». En un mot ou en 2 mots. Et va dire à son conjoint en rentrant, il faut que je te dise, j'ai fait une balade aujourd'hui dans la forêt, j'ai vu une belle énergie. Alors forcément, ça va faire 2 branches différentes. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui vont parler sans arrêt de bon cassoulet, et puis il y en a d'autres qui vont parler de belle énergie. Pour le même animal. Alors on peut comprendre ce que ça a fait du temps de Mikao Usui, avec des personnes qui n'avaient pas la profondeur d'entendre un enseignement. Si je ne sais pas méditer, puis que je vais voir le Dalai Lama quand il passe à Bercy, par exemple, pour entendre une conférence ou un enseignement, et que je n'ai pas cette culture de méditation, je vais comprendre ce que je peux comprendre. Ça ne veut pas dire que je suis plus bête que les autres, plus stupide, ça ne veut pas dire que... Voilà, ça veut dire que je n'ai pas encore suffisamment travaillé pour comprendre toute la profondeur de ce que le Dalai Lama a à dire. Alors que la personne qui médite depuis 20 ans, évidemment, elle va le comprendre avec sa profondeur. Donc elle va comprendre le sens profond des enseignements du Dalai Lama. Est-ce que vous comprenez? Et pour Mikao Usui, ça s'est fait pareil. Si vous avez en fait devant vous des personnes qui n'ont pas encore l'habitude de méditer, c'est pas méchant, mais c'est évident qu'elles ne peuvent pas comprendre la profondeur. Elles pourront la comprendre un jour, quand elles auront suffisamment médité. Et on sait que ça n'a pas pu avoir lieu pour Mikao Usui, puisqu'il est décédé très rapidement, sans avoir pu former de personnes pour prendre la relève, et puis que celles qui sont restées ont compris ce qu'elles ont pu comprendre avec leur profondeur à l'époque. Et très vite, le fondateur n'étant plus là pour défendre sa pratique, eh bien, le côté intérieur de méditation a été supprimé et on n'a gardé que les positions des mains sur le corps. Mais après, quand vous avez comme ça, quand vous posez les mains sur la personne et puis qu'elle va mieux et qu'elle vous dit « mais comment ça fonctionne ?» Qu'est-ce qu'on dit? Écoute, j'en sais rien, je fais ça au hasard et puis je ne sais pas. Il faut bien inventer quelque chose. Donc tout le côté de connaissance de méditation a été remplacé par des croyances. Alors je me branche à un truc qui se balade dans le cosmos, alors des fois c'est l'énergie du Bouddha, des fois c'est les anges, des fois c'est les dragons, il y en a même qui disent que c'est carrément l'énergie de Mikao Usui qu'on va canaliser. Bref, il faut bien remplacer, si vous voulez, ce qu'on ne sait pas par je ne sais quoi. Et en fait, malheureusement pour nous, le fondateur était plus vivant pour dire « attendez, moi j'ai jamais dit ça ». Ceci dit, si vous cherchez des écrits de Mikao Usui, vous n'en trouverez aucun qui parle d'énergie universelle, qui est d'ailleurs un concept qui a été créé par un Vietnamien en 1942.
16 ans après le décès du fondateur. Je ne vois pas comment le fondateur, Mikao Usui, a pu développer une pratique d'énergie universelle qui n'existait pas à son époque. Alors on peut comprendre que dans ce contexte, il n'y avait pas les médias avant, il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas filmer, les enseignements étaient surtout oraux, les personnes ont compris ce qu'elles ont pu comprendre, puis à un moment donné, quand on se heurte à ses propres blocages ou à ses propres limites, eh bien on essaie d'en savoir plus, puis on s'adresse à des personnes qui peuvent nous renseigner. Là, Mikao Usui n'était plus là pour le faire, ou alors on invente carrément, et puis après on colporte ça, puis je ne vous raconte pas ce que ça peut donner au bout de plusieurs décennies, raconté à des milliers de personnes à chaque fois. Hein, c'est un peu, pour ceux qui ont vu la vidéo sur Internet, un peu comme ce qu'on appelle le téléphone arabe. Tout le monde a fait cette expérience. Au début, on donne une phrase, puis au bout de 20 personnes, ça n'a pas été du tout ce qu'on a dit. Pourquoi? Parce que chacun comprend avec sa culture intérieure, avec sa profondeur. Et chacun ne peut reproduire que ce qu'il est. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas en vouloir aux gens, mais on fonctionne comme ça. Ça va sur l'évolution de la pratique. Donc en fait, le Reiki d'Usui a disparu avec son fondateur au moment du décès d'Usui en 1926. Mais ce que l'on peut voir, c'est que tout le monde se revendique du fondateur et tout le monde dit faire du Reiki d'Usui. Aujourd'hui, quand on va dans un centre de judo, quel que soit ce centre, vous avez les planches en fait avec les prises de judo pour les ceintures blanches, les vertes, les marrons, les noires, et ce sont les mêmes prises pour tout le monde. Après, ce qui va changer, ce sont les pédagogies. Et on se dira, tiens, là, ça passe mieux avec ce prof, donc je préfère plutôt aller apprendre le judo dans ce centre-là parce que le feeling est là, alors qu'avec cet autre prof, qui fait aussi du judo, puisque je vois bien que ce sont les mêmes planches, mais ça passe moins. Voilà. Là, chacun fait sa pratique différente, chacun a ses positions. Un coup, il faut retourner la personne, un coup, il ne faut pas la retourner, un coup, il faut toucher, un coup, il faut appuyer, un coup, il faut... Voilà. Et pourtant, à chaque fois, c'est du Reiki d'Usui. Je voudrais quand même qu'on m'explique la cohérence de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc le drame de cette pratique, comme le fondateur n'était plus là pour se défendre et pour dire « j'ai jamais dit ça, j'ai jamais écrit ça », eh bien tout le monde s'est emparé d'une pratique. On a fait sa pratique personnelle avec sa propre vision, en l'occurrence avec ses propres croyances, et dit « ça c'est du Reiki d'Usui », ce qui est complètement faux, ce qui est de la publicité mensongère d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez le sens? Alors à l'Institut, à l'époque, Christian Mortier, je ne vais pas vous redire son parcours, mais lui aussi qui a commencé comme coach, formateur aussi en entreprise, et puis qui a souhaité quand même aussi plus se dédier au fur et à mesure aux personnes, aux individus, donc qui a ouvert son cabinet de psychanalyste à l'époque, et qui s'est rendu compte très vite que dans le travail qu'il faisait en cabinet avec ses patients, par moments ça bloquait, donc au bout d'un moment il a pensé que ça venait de lui, et puis quand il s'est renseigné, il s'est rendu compte que ses collègues bloquaient aussi au même endroit, donc c'est ce qui a été un déclencheur pour lui. Il s'est mis à la recherche d'autres pratiques en fait thérapeutiques qui permettraient d'aller plus loin avec les personnes qu'il avait en cabinet, et il a cherché, alors il a fait beaucoup il a cherché beaucoup aussi de pratiques, il a fait beaucoup de choses, et puis dans la thérapie, le MDR, la sophrologie, avec Jean-Pierre Hubert, il a fait aussi de la psychiatrie spirituelle. Voilà, je vous laisserai regarder un petit peu. Il a aussi travaillé avec le docteur Irampour sur les mécanismes de dépendance. Donc, il a quand même cherché des solutions dans la thérapie. Et puis aussi, tout à fait par hasard, il a eu accès à des maîtres de méditation parce qu'un temple s'était créé là où il habitait, donc il y allait. Et puis, il a rencontré quand même des maîtres comme Kalu Rinpoche, comme Bokar Rinpoche, et puis ça a tilté, comme on dit. Il s'est dit, waouh, ce qu'ils ont à transmettre comme connaissance, c'est exceptionnel. Donc il est resté, il est parti en retraite plusieurs fois avec Bokar Rinpoche en Inde, et évidemment, un jour qu'il était en enseignement dans ce temple-là en France, en Bourgogne, eh bien, il voit un groupe de personnes, et il y a une personne qui est allongée sur une table, puis il y en a une autre qui touche, et il y a tout un groupe de personnes en train de regarder. Donc, il va aller voir, il dit « Tiens, qu'est-ce que vous faites ?» Et puis, la personne qui touchait dit « Oh, je fais du Reiki !» En fait, cette personne, c'était Fran Braun, la meilleure amie de Takata. Et Christian Mortier, qui ne connaissait pas, lui dit « Mais alors, c'est quoi le Reiki ?» Donc, elle commence à expliquer. Et comme il ne comprenait pas trop, il dit « Bah écoutez, ça va être simple. Je vais m'allonger, puis vous allez me faire une séance. Comme ça, au moins, je saurai ce que c'est. »
Donc ils prennent rendez-vous, il y va, elle lui fait une séance, et puis là il se dit « Waouh, il se passe un truc intérieurement. Je sens bien qu'il se passe un truc. Quand je suis touchée, il se passe quelque chose. » Donc à la fin de la séance, il lui dit « Mais expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce que vous faites ?» Et elle a commencé à lui raconter des trucs d'énergie universelle, qu'on canalise, qui guérit. Mais comme lui, il était thérapeute et en même temps méditant, il savait que l'être humain ne fonctionne pas comme ça. Si vous demandez à n'importe quel thérapeute pourquoi une personne va mieux, le thérapeute va vous dire parce qu'elle fait un travail sur elle. C'est pas grâce à un truc extérieur, est-ce que vous comprenez? Donc lui, ça faisait pas de sens en fait, les explications données par cette personne. Je dis, ça correspond pas du tout à ce que j'ai appris sur le fonctionnement de l'être humain, ça correspond pas non plus à ce que j'ai pu vérifier moi en cabinet aussi avec les patients que je reçois. Donc il en est resté là, il lui a dit écoutez, je vous remercie, il en est resté là, mais il s'est dit il y a un truc à explorer côté Reiki parce que manifestement, je sais pas, ça m'interpelle. Il a cherché, il n'a pas. Alors, il a fait plein de stages de Reiki, Reiki Karuna, tous ces Reiki-là. Donc, en fait, il sait de quoi il parle quand il dit le côté fantasmagorique parce qu'il a été dans ces stages-là. Donc, c'est pas comme s'il n'y avait jamais été. Il a même eu les tampons, les diplômes de maître Reiki qui valent rien d'ailleurs, qui ont juste la valeur du fantasme de ceux qui les ont délivrés, comme on a écrit. Mais il s'est dit, il y a quand même quelque chose. Donc, il a voulu remonter à la source. Et un jour, quelqu'un a fait filtrer de la Usui Reiki Ryogakai, qui est de la société que Usui avait créée à son époque, en fait, quelques planches, en fait. Quelques planches avec les positions des mains et quelques planches avec des pratiques. Et Christian est parti de la stèle du fondateur qui parlait de méditation, qui expliquait que le Reiki était une pratique pour rendre l'esprit heureux. Nous, c'est ce qu'on appelle le bien-être, tout simplement. Et puis de ces quelques planches, et lui, il a fait l'inverse, puisqu'il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas d'explication. Pourquoi je pose les mains à cet endroit? Pourquoi la personne va mieux quand je pose les mains sur elle? Donc lui, il a fait l'inverse. À l'époque, il a dit à ses patients en cabinet qui bloquaient avec lui en psychanalyse, écoutez, je suis en train d'essayer de développer une pratique, est-ce que ça vous intéresse? Il a expliqué, les gens ont dit oui. Et en fait, il a posé les mains sur ces personnes, alors de 1991 à 2000 quand même. Il a mis 9 ans au cabinet et il a travaillé avec les retours que lui faisaient ces personnes sur leur évolution, sur ce qu'elles disaient, qu'elles vivaient intérieurement pendant la séance. Et il s'est dit, il ne faut pas que moi j'en fasse ce que j'en crois, mais dans le même temps, il a cherché quelles avaient été les vérifications scientifiques sur ce plan-là. Il est tombé sur les travaux de Francisco Varela, en fait, qui corroboraient entièrement ce qu'il lui constatait. Donc il s'est dit, bon, ça va, il y a quand même des gens qui travaillent avec le Dalai Lama, qui sont des neuroscientifiques, donc quand même qui sont des gens sérieux, et puis qui ont déjà remarqué ce genre d'évolution chez les personnes, qui ont cherché à l'expliquer, qui ont fait des travaux avec ça. Donc il s'est dit, je suis encore dans les clous, donc je continue dans cette direction. Et voilà comment, pendant 9 ans au cabinet, il a développé une pratique du Reiki. Est-ce que Mikao Usui aurait développé, s'il avait pu aller jusqu'au bout, est-ce qu'il aurait développé cette pratique de cette façon? Pas forcément, certainement sur les fondements, mais pas forcément de cette façon, parce que le Japon des années 1900 et puis la France des années 2000, c'est pas la même culture, c'est pas la même époque, mais en tout cas dans le respect de la démarche du fondateur qui était, j'ai une pratique de méditation, j'ai une pratique de toucher de la personne, il y a aussi le circuit énergétique, et puis après, quand il y a des émergences chez la personne, quand elle me dit des choses à la fin de la séance, quand elle a vécu des choses pendant la séance, comment j'accompagne cela? Ce sont des médecins qui sont venus le trouver en 2000 et qui lui ont dit ça fait un moment qu'on vous envoie des patients en cabinet, on voit qu'ils vont de mieux en mieux, il est hors de question que vous partiez avec cette connaissance, il faut que vous nous formiez. Voilà comment est né l'Institut de Reiki en fait, mais c'est le fondement du Reiki avec les rares écrits que Christian Mortier a pu trouver à l'époque de Mikao Usui. Et puis, par contre, il y a mis toute sa connaissance actualisée. Je répondrai à votre question juste derrière. Il y a mis toute sa connaissance actualisée parce que, évidemment, vous comprenez bien que, alors en respectant la démarche de méditation, en respectant la démarche thérapeutique, mais on est en France, donc il a souhaité, lui, agencer ça dans la pédagogie avec des images qui relèvent de notre culture, que l'on peut comprendre, qui sont en lien direct avec notre époque contemporaine. Et puis, il faut bien le reconnaître aussi, la science des années 1900 au Japon et la science de nos jours ne sont pas les mêmes. Hein, ça évolue évidemment. Regardez par exemple la folie. Avant au Moyen-Âge,
quand quelqu'un était fou, on pensait qu'il avait un esprit extérieur dans la tête. Mais comme aujourd'hui, les gens qui pensent que l'énergie, c'est extérieur, hein, c'est la même chose. Hein. On en est au même niveau. Hein. Mais au Moyen-Âge, on pensait que la personne, elle avait un esprit extérieur dans la tête. Donc on lui fendait le crâne pour faire sortir l'esprit. Alors les médecins étaient contents parce que la personne n'était plus folle. Elle était morte, mais ce n'était pas grave. Au moins, elle n'était plus folle. Est-ce que vous comprenez? Mais c'était ça l'époque. C'est comme ça qu'on expliquait certaines formes de maladies. Aujourd'hui, on en sourit. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de recul, des machines, des appareils qui nous permettent de mesurer, on a une meilleure connaissance de l'être humain, donc c'est évolutif tout ça. Et on peut bien comprendre aussi que de l'époque de Mikao Usui, c'est la même chose. Il y avait certainement certaines formes symptomatiques qu'on ne pouvait pas expliquer et qu'aujourd'hui on peut parfaitement expliquer avec les neurosciences, avec les sciences cognitives, avec la phénoménologie qui n'était peut-être pas dans les transmissions d'enseignement aussi développées qu'aujourd'hui. Regardez la somatisation. Moi, je veux bien comprendre qu'à l'époque d'Usui, la personne qui a mal quelque part, on pose les mains sur elle, puis d'un seul coup, elle a plus mal. Et là, on dit, waouh, c'est magique. Est-ce que j'ai un don dans les mains? Appelez-moi grand maître de Reiki. Bien sûr que non. Mais on peut comprendre quand on n'a pas les moyens pour mesurer. Est-ce que vous comprenez? Alors, on invente, on essaie de trouver. Et aujourd'hui, on sait très bien que avec la phénoménologie, le fait de poser la main, en fait, il se passe certaines choses qu'on va voir cet après-midi pour la personne, qui fait que le ressenti de la douleur lâche. Mais la somatisation, comment elle est venue? C'est un esprit malin qui nous a donné une boule d'angoisse. C'est un esprit malin qui nous fait mal dans le muscle de la cuisse. Comment ça naît tout ça? Parce que c'est bien de poser les mains et de dire à la personne, regardez, je pose les mains, ça va partir. La personne n'est pas stupide, au bout d'un moment, elle va vous dire, mais attendez, si ça part, c'est que ça vient. Donc je fais comment pour empêcher que ça vienne? C'est tout ça la connaissance dans le Reiki. C'est tout ça le travail qu'on va mettre en place. C'est qu'à un moment donné, on se maîtrise, on est la maîtrise de soi pour empêcher que ça vienne. C'est aussi pour ça qu'on n'aura plus besoin de praticien de Reiki, à un moment donné. Quand je vous parlais d'autonomie tout à l'heure pour les personnes, c'est sur ce plan-là. À un moment donné, la personne a la maîtrise d'elle-même, elle se connaît et elle comprend tout le mécanisme intérieur qui fait que d'un simple mal de vivre, c'est pas rien, hein, je ne dis pas que c'est simple le mal de vivre, mais d'un simple ressenti de mal de vivre qui n'est pas un truc handicapant sur le plan physique. Hein. Ça ne veut pas dire que quand on est dans le mal de vivre, on n'est pas handicapé. Hein. On peut être très malheureux toute sa vie et se sentir handicapé dans sa vie. Mais que d'un simple mal de vivre, d'un seul coup, ça bascule sur du stress et puis de la somatisation. Quand le docteur dit « revenez me voir quand vous serez malade », parce que là, vous ne l'êtes pas. Docteur, je vous jure qu'en ce moment, j'ai mal au ventre et sacrément, et sans arrêt. À un moment donné, l'ulcère à l'estomac, où là, le docteur dit « ça y est, c'est pour moi ». C'est toute cette succession qu'on maîtrise et qu'on connaît parfaitement aujourd'hui avec les sciences actuelles, mais qui ne s'expliquait pas forcément parfaitement du temps d'Usui. Donc on peut comprendre quand on pose les mains que le côté de somatisation qui disparaît, on peut se dire c'est magique. Ça n'a jamais été magique. C'est juste qu'on n'avait pas les moyens d'expliquer à l'époque. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut adapter la pratique du Reiki à son époque pour expliquer comment ça fonctionne. On ne peut pas rester à l'âge des cavernes. Souvent, on dit c'était mieux avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À l'âge préhistorique, ils avaient des peaux de bêtes, ils avaient peur des grosses bébêtes, les hommes tiraient les femmes par les cheveux. Enfin, franchement, on est quand même mieux aujourd'hui. Pardon? C'était pas mieux, c'était différent. Mais oui, non, mais je vous taquine, évidemment. Hein? L'homme de Cro-Magnon, par exemple, quand il se baladait dans la nature avec sa massue, il avait peur des grosses bébêtes. Hein, il était stressé à l'idée des grosses bébêtes. Hein. Mais on ne parlait pas de stress à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, mais ça existait. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. Les époques évoluent. La compréhension, la vision qu'on a des époques aussi. Et des choses qui nous paraissent aujourd'hui, alors qui paraissaient à l'époque de Usui invraisemblables, aujourd'hui ça s'explique très bien le Reiki. Pourquoi quand je pose les mains sur la personne, ça va mieux? Encore faut-il avoir cette connaissance de neurosciences et puis de phénoménologie. Parce que les gens, si vous leur dites « allonge-toi, fais-moi confiance, tu vas aller mieux », pourquoi j'irais mieux?
Pourquoi toi tu saurais faire quelque chose que moi j'arrive pas à faire pour moi? Explique-moi. Il faut une démarche scientifique et vérifiée. Est-ce que vous comprenez? Et évidemment, vous voyez par exemple aujourd'hui la fibromyalgie, qui est une catastrophe pour beaucoup de personnes qui vivent dans la douleur sans arrêt. Et quand vous allez voir le médecin, il n'y a pas de symptômes décelables au niveau biologique. On ne peut pas anticiper, on ne peut pas prévenir. Et il y a même certaines personnes à qui on dit, moi je vois en cabinet, à qui on a dit, oh bah, c'est dans votre tête tout ça. La personne elle me dit, en attendant, moi je suis dans ma douleur 100% du temps. J'en ai ras-le-bol. Mais peut-être que dans 10 ans, 20 ans, on aura peut-être des choses qui pourront déceler ce qui se passe profondément dans le corps, sur des points minimes qu'on ne peut pas encore déceler avec les outils qu'on a à notre époque. Est-ce que vous comprenez? Comme le cancer il y a quelques décennies. Aujourd'hui, on peut déceler des choses qu'on ne décelait pas, donc on peut prévenir la maladie. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des évolutions. Alors soit on évolue avec son temps, et on essaie d'aller là-dedans, ou alors on reste dans des croyances de l'époque, et puis on dit, bah voilà, le Reiki c'est magique, il faut avoir un don, etc., etc. À un moment donné, ça colle plus. Ça va? Sur un peu l'évolution de la pratique. Donc à l'Institut, c'est aussi pour ça qu'on vous donne cette possibilité de revenir, même quand vous avez terminé le cursus, parce que nous aussi on fait évoluer la pratique en fonction des demandes qu'on a en cabinet, mais aussi en fonction des découvertes aussi, dans les neurosciences, dans la phénoménologie. On intègre ça à l'enseignement, c'est normal. On ne peut pas rester sur des choses qui se passaient il y a 10 ans et qui sont peut-être plus valables aujourd'hui sur le plan scientifique. Ça va sur l'évolution de la pratique. Ce que j'essaie déjà en train de vous dire, c'est que c'est une magnifique pratique du Reiki, mais elle est en lien direct avec nous. Donc il n'y a pas le Reiki d'un côté et l'être humain qui évolue de l'autre. Les deux doivent évoluer ensemble. Sinon on ne peut pas être un bon praticien. À un moment donné, on va voir qu'il y a quelque chose qui est plus cohérent. Donc on va donner des explications qui n'ont aucun sens, qui peuvent être complètement farfelues, parce que j'ai voulu rester sur quelque chose qui est plus valable. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc on va passer au thé, au café. Vous avez les petits gâteaux. Donc bon thé, bon café.